Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée de Polynésie française, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Mesdames et Messieurs du public. Je vous adresse les salutations du gouvernement. Comme à l'habitude, Monsieur le Président, je voudrais prendre quelques instants pour faire un point sur la pandémie Covid chez nous, puisque les choses ont l'air d'évoluer favorablement. Et je voudrais faire un point avec vous là-dessus. Et dans un second temps, je vous parlerai aussi de ce qui fait l'actualité depuis une semaine maintenant. Alors, comme vous le savez tous, au 15 mars dernier, nous enregistrons 6 nouveaux cas de Covid chez nous. 6 nouveaux cas par jour, naturellement. Nous sommes tombés à moins de 10 nouveaux cas par jour depuis maintenant 6 semaines. La cadence a beaucoup baissé. Cet indicateur nous interpelle naturellement et parlons et nous donne des éléments de satisfaction. Ce qui est encore plus rassurant, c'est le nombre de personnes hospitalisées, placées en réanimation, puisque, in fine, comme vous le savez, c'est la dernière étape pour ces personnes qui sont atteintes de la Covid et qui sont symptomatiques. Nos hôpitaux enregistrent à ce jour 4 malades placés en réanimation et 4 en hospitalisation. Cet indicateur est important car il est significatif de la gravité. Je vous l'ai toujours dit, c'est l'hôpital qui nous donne le ton, c'est l'hôpital qui est le baromètre de la situation de la maladie chez nous. Et là, donc, ce qui est important, c'est qu'effectivement, cette situation traduit la gravité de notre situation sanitaire qui, je vous le rappelle, peut amener à saturation notre capacité lourde, en hospitalisation lourde. Alors que nous étions à plus de 90 nouvelles hospitalisations par semaine en novembre dernier, nous sommes aujourd'hui tombés à une moyenne qui se confirme depuis 3-4 semaines de 8 hospitalisations. Et ce qui est essentiel, vous le savez, pour déterminer la nécessité ou non de devoir confiner notre pays ou pas. C'est l'objet des décisions qui sont en train d'être prises en Europe et dans différents pays d'Europe pour cause la saturation des unités hospitalières. Souvenez-vous qu'à la mi-octobre, la Polynésie a connu une flambée épidémique qui a fait grimper notre taux d'incidence par semaine à 1000 pour 100 000 habitants. Nous étions, à cette période, nous avions le taux le plus élevé au monde. Nous avions alors connu une augmentation exponentielle des nombres d'hospitalisations, amenant à une saturation de nos capacités, surtout de réanimation, ce qui nous a obligés à ouvrir d'autres secteurs de réanimation à l'hôpital. Nous ne pouvons cependant pas nous satisfaire d'un tel résultat dès lors que, il ne faut pas l'oublier naturellement, nous déplorons le décès de 7 personnes durant tout le mois de février et les 6 décès quotidiens en comparaison avec ce que nous avons connu en pic d'épidémie. Pour ma part, ne serait-ce qu'un décès, c'est naturellement un décès de trop. Le dévouement du personnel soignant du CHPF et en particulier de ses équipes qui ont été dédiées principalement à la Covid et le précieux renfort de la réserve sanitaire envoyée par l'État ont été capitales dans la prise en charge hospitalière. Je n'oublie pas naturellement l'engagement depuis plus d'une année des équipes de la direction de la santé qui œuvrent chaque jour à la maîtrise de l'épidémie. Sur l'ensemble de la Polynésie, nous enregistrons donc à ce jour 59 cas actifs, 59 personnes qui ont la Covid. Ce constat nous amène à dire aujourd'hui que nos îles ont retrouvé leur statut de Covid-free, puisqu'il n'y a plus aucun cas
relevés dans les îles sous le vent, Marquise, Austral et Tuamotu. Cette réalité est rassurante. Cette réalité est rassurante à la veille de notre réouverture au tourisme international. Cependant, nous devons encore rester très vigilants car cette situation reste fragile. Nous avons eu l'expérience au mois d'avril-mai dernier. Alors, la vaccination, vous le savez, est l'un des moyens importants de se protéger, si ce n'est le seul confirmé. C'est pour cela que nous avons accéléré la cadence puisque nous sommes capables de vacciner à plus de 1000 personnes par jour, en semaine, et passer, quand on fait des drives, quand on ouvre la vaccination à toute personne âgée de plus de 18 ans, est passé à 2500 injections sur 2 jours en week-end. Nos centres de vaccination continuent encore aujourd'hui à être submergés de demandes. Les propos des anti-vaccins relayés sur nos réseaux sociaux sont des propos irresponsables, car la vaccination est l'un des remparts avec les gestes barrières qui empêchent la contamination de la grande majorité de notre population qui en est bien consciente. Je ne suis pas breton, mais je suis têtu. Et je pense que, effectivement, aujourd'hui, c'est le seul rempart dont on dispose. Car ce qui s'est passé ce week-end dernier à la présidence est la preuve concrète de cette manifestation de besoin de la part de nos populations. Ce qui a été réalisé ce week-end dernier est parlant, et plus parlant que tous les discours que l'on peut tenir sur l'opinion des Polynésiens à l'égard de la vaccination. À ce rythme, nous pourrons ouvrir nos frontières en toute sécurité dans les semaines à venir. Et c'est bien l'objectif que nous recherchons aujourd'hui, c'est de réouvrir le plus rapidement possible. Je ne vais pas revenir sur le nombre de personnes qui souffrent aujourd'hui, qui travaillent à mi-temps, qui travaillent à tiers de temps, qui travaillent pas du tout. L'objectif, c'est de réouvrir le plus tôt possible. La combinaison cumulée entre les personnes immunisées par les vaccins, les personnes ayant été immunisées pendant 6 mois, les 6 derniers mois, par l'infection, nous permettront, je l'espère en tous les cas, d'atteindre une immunité collective dans les tout prochains mois. Concernant les variants, cela fait plus d'1 mois que le variant est arrivé en Polynésie. Et encore, je me confie à vous, mais j'ai des doutes sur ce variant. Je pense que le variant était chez nous au mois d'octobre dernier. Lorsqu'on voit quand on voit la montée exponentielle des malades, comme je vous ai dit, nous étions à un taux d'incidence de 1000 pour 100 000 pendant plusieurs semaines. Nous étions dans le haut du tableau noir du monde. Mais bon, le premier cas de variant a été détecté le 5 février 2021, c'est-à-dire qu'il y a déjà plus d'1 mois, on est même à 1 mois et demi. Mais il n'est pas improbable qu'il soit déjà arrivé donc en Polynésie. Mais à ce jour, nous avons enregistré 16 cas de personnes affectées, 16 cas de personnes donc infectées par le variant dit britannique. Sur ces 16 cas de variant, 8 ont effectivement été importés par le vol international en provenance de l'Europe et les 8 autres sont des cas contacts, essentiellement apparus au sein des milieux familiaux. C'est-à-dire que l'infection ne s'est pas propagée sur des personnes étrangères aux familles elles-mêmes. Là encore, je constate avec satisfaction que la Polynésie n'a pas connu de dérive explosive de nouveaux cas dus au variant. Mais, je le dis, je le redis, restons et soyons encore très vigilants. Et je veux aussi saluer l'efficacité des protocoles sanitaires qui ont été mis en place par le pays à l'entrée de nos frontières. Quand je dis que je veux saluer les protocoles sanitaires, je veux surtout saluer le personnel qui travaille en permanence lors de ces arrivées d'avion à contrôler, à informer, à transporter, à les mettre dans des centres de confinement. Je vous assure que ce n'est pas un petit travail. Mais je dois saluer effectivement l'efficacité de ces protocoles sanitaires et des protocoles qui, je le rappelle, sont avant-gardistes. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement les seuls
pays au monde, un des seuls pays au monde à obliger une quinzaine à l'entrée des frontières. Encore aujourd'hui, en métropole, ce sont des quinzaines recommandées. Il n'y a pas d'obligation comme chez nous, avec contrôle de la police, contrôle des policiers municipaux, car effectivement, j'ai estimé qu'il fallait être dur là-dessus. Et je dois dire que le haut-commissaire a joué le jeu avec nous d'une façon efficace. Donc ces protocoles ont été efficients pour isoler rapidement les cas détectés. Voilà, mesdames et messieurs les représentants, depuis donc 1 an, la Polynésie a toujours agi avec sérieux et responsabilité contre l'épidémie du coronavirus. Non seulement nous avons lutté avec efficacité, mais nous avons également uni toutes nos forces institutionnelles et civiles pour affronter cette épidémie. Le président de la République avait, avec raison, le 16 mars dernier, il y a donc tout juste 1 an, mobilisé la nation pour partir en guerre contre le coronavirus. Et la Polynésie s'est inscrite dans cette guerre en imaginant des protocoles sanitaires innovants et adaptés à nos réalités géographiques et humaines. Je ne vais pas revenir sur ce que nous avons mis en place, mais c'est vrai que nous avons été innovants. Je vous dis aussi que partir en guerre contre le coronavirus, c'est aussi partir en guerre contre les vecteurs de cette propagation. Autrement dit, on ne peut pas prétendre stopper efficacement la propagation du coronavirus et en même temps prôner la liberté de circulation des personnes. On est obligé à un moment donné, effectivement, d'enfreindre cette liberté de circulation. Mais ces deux notions qui sont donc contradictoires. Mais pour ma part, nous avons choisi en priorité de stopper la propagation du virus et de facto de limiter la liberté de circulation des personnes et donc de propagation de ce virus. Nos réalités géographiques nous ont aussi permis d'imaginer de mettre en place des filtres sanitaires aux entrées de nos frontières, de tracer les entrants dans notre pays, de les isoler rapidement et d'isoler rapidement les cas infectés. Nos réalités humaines nous ont permis d'unir toutes nos forces politiques, civiles et religieuses pour une lutte efficace. Ainsi, le pays, les hauts commissariats, Tavana, les confessions religieuses, les chefs d'entreprise et les responsables associatifs ont conjugué leurs efforts pour entraver la propagation du virus au sein de notre communauté. Après 1 an de lutte, nous avons acquis de l'expérience. Nous avons agi avec bon sens et surtout, nous avons fait conscience au sens de responsabilité des Polynésiens. C'est ce qui nous a aidés à gagner cette guerre. Mais nous ne devons pas baisser les bras. L'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est quoi? Et je pense que c'est ce qui nous intéresse au premier chef aujourd'hui. Cette question est posée également par les professionnels, nos chefs d'entreprise. Et cette question, c'est quand ouvrirons-nous nos frontières et sous quelles conditions? En effet, la reprise des activités de tourisme international nécessite une période de préparation des outils de travail, d'une part, et de confirmation des réservations de la clientèle internationale, d'autre part. Sachez que cette question est présente dans ma tête au moment même où la décision de fermeture de nos frontières a été prise. Le sujet est en cours de discussion aujourd'hui avec le Haut-Commissariat qui comprend et qui plaidera en faveur des professionnels polynésiens auprès des autorités centrales. En tout cas, le Haut-Commissaire s'est exprimé dernièrement pour dire que notre réouverture sera programmée pour le mois de mai prochain. Reste donc à déterminer si ce sera en début, en milieu ou à la fin du mois de mai. Pour ma part, je vous le dis, je souhaite que cette ouverture se fasse dans les meilleurs délais. Dans les meilleurs délais. Et le début du mois de mai, c'est pour moi au plus tard. Je confirme à nouveau que nous sommes en train de réfléchir à un carnet vaccinal qui serait requis à l'entrée ou à la sortie de la Polynésie lorsque la liberté de circulation sera entièrement rétablie entre la Polynésie et le reste du monde.
pour venir en Polynésie française, il faudra être vacciné. C'est bon pour les Européens, c'est bon pour les étrangers, mais c'est bon pour les Polynésiens. Et c'est la raison pour laquelle je pense que vacciner les Polynésiens qui sortent de ce pays sera leur rendre service. Je suis sur cet élément de réflexion car effectivement, on va chercher le coronavirus ailleurs pour le rapatrier à la maison. Autant se faire vacciner puisque nous estimons aujourd'hui que le vaccin peut nous protéger. Donc, nous devons, dans les jours à venir, constituer ce bouclier efficace de protection des populations. Donc, nous devons adapter nos protocoles sanitaires d'entrée dans nos frontières en donnant donc une place essentielle à ce vaccin. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, ça ne va pas, à mon avis, ça ne va pas, les nouvelles ne vont pas trop tarder à tomber. La semaine dernière, je vais passer à mon second sujet, qui s'est écoulé, a été marqué par un tapage médiatique autour de la sortie du livre Toxique. Je ne vais pas m'étendre sur le contenu. Le contenu de ce livre qui, pour l'essentiel, s'est appuyé sur les travaux de Bruno Barillot et n'apporte que peu d'éléments factuels nouveaux, on l'a encore entendu à la télévision hier soir, notamment par rapport aux travaux qui ont été effectués par la commission d'enquête de notre Assemblée, dont le rapport a été publié en 2006 et débattu dans cette enceinte. Mais c'est vrai, à l'époque, il n'y avait pas le tam-tam, il n'y avait pas tout ce tam-tam des réseaux sociaux et les mémoires. Se sont peut-être émoussés depuis 15 ans. Mais même le président du Tavini Huiratia, Oscar Temaru, l'a affirmé vendredi à la presse. C'est nouveau pour certains, mais rien de neuf pour nous. Je le cite parce qu'il l'a dit, il est écrit. La seule nouveauté de cette étude concernerait la méthode de calcul des données dosimétriques. Données des retombées de ces essais nucléaires. Les auteurs affirmant que celles qui étaient fournies par le CEA à l'époque étaient volontairement minorées. Je fais un constat de ce qui est écrit. Je n'ai bien évidemment pas d'opinion scientifique sur ces calculs, parce que je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Mais je vais évoquer avec vous un peu plus tard la position politique que cela m'inspire. Moi, ça n'engage que moi sur ce point de l'enquête. Avant cela, je souhaite aborder avec vous un passage de ce livre, parce qu'il faut que je lève toute ambiguïté là-dessus, selon lequel le gouvernement, c'est-à-dire moi, parce que c'est ce que certains ont dit, que le gouvernement aurait, je cite, obtenu un rapport confidentiel sur les conséquences sanitaires des essais nucléaires, et ce, en février 2020. Il n'y a pas de rapport confidentiel. Il n'y a pas de note confidentielle. Il ne s'agit en rien de tout cela. Et encore moins d'un rapport secret, parce que naturellement, ça prolifère. Hein, c'est un peu comme le nuage nucléaire. Ça peut proliférer. Rien de tout cela. Il s'agit d'une note rédigée par le médecin-chef du centre médical de suivi ici en Polynésie, qui fait effectivement le point sur les conséquences sanitaires des essais au regard essentiellement des données épidémiologiques disponibles. Un médecin qui est basé chez nous, ici, dans des locaux du pays. Cette note a été préparée à ma demande, effectivement, en prévision de la réunion annuelle de la commission consultative de suivi des essais nucléaires, le fameux COSCEN. À un moment où le gouvernement central envisageait de supprimer cette commission. Vous vous en rappelez, j'espère. Il était question, dans le cadre de mesures qui avaient été prises, de supprimer. Cette même commission, où siègent notamment les associations, nos parlementaires, Nicole Sonker et Moetai Broderson, nous avons réussi à la maintenir, cette commission, et elle s'est réunie le 23 février dernier
en présence de nos parlementaires, en présence des associations, ce qui était naturellement pour nous tous un acquis rassurant, puisque la commission n'a pas été supprimée. Cette note, je vais vous la faire distribuer si vous allez vous fâcher par contre. Vous allez voir, cette note, elle reprend des choses qui ne sont pas... Moi, je trouve qu'elle n'a rien apporté à ma réflexion. Mais je vais vous la distribuer, effectivement. Je crois d'ailleurs que vous l'avez déjà. Vous avez eu ça par les médias parce qu'elle est publique aujourd'hui. Hein. Mais je vais vous la distribuer. Donc certains me demandent pourquoi je ne l'ai pas rendue publique. On a même insinué que je l'avais gardée secrète, comme si j'étais un gardien du temple, du dogme de la bombe propre. Ça a été dit il n'y a pas longtemps. La question c'est, est-il un ambassadeur de la France au lieu d'être le président de la Polynésie française? C'est exclamé votre député, Moïtei Broderson, qui a vraisemblablement eu la note entre les mains déjà, puisque, effectivement, il s'est appuyé sur cette note pour affirmer certaines choses. Vous savez, il n'est pas, j'en suis intimement persuadé, dans les habitudes des responsables politiques de rendre publiques les nombreuses notes qu'ils reçoivent chaque année dans leur service. Surtout que la note en question, tout comme d'ailleurs le rapport de l'INSERM qui a été publié récemment, que j'ai découvert sur la toile, est une compilation de données publiques. C'est toujours les mêmes histoires qui reviennent, c'est toujours les mêmes blabla qui reviennent. C'est l'objet de cette note. L'auteur de la note ne fait que citer donc un certain nombre d'études, comme celle du ministère de la Défense, datée de 2006 sur la dimension radiologique des essais, le rapport Calmejean de l'Assemblée nationale qui date de juin 2009, l'étude de l'INSERM qui date de 2018 sur les conséquences génétiques des essais et celle datée de 2019 sur l'exposition des populations de Toureia, des Gambiers et de Tahiti lors des essais atmosphériques. Tous ces documents sont d'ailleurs disponibles sur le site Mururoa que j'ai fait héberger ici à l'Assemblée de Polynésie française. Je vous le rappelle, parce que c'est moi qui ai insisté contre vents et marées pour que ce site, avec tous les rapports liés aux travaux de l'Assemblée de Polynésie française, sont donc ici à l'Assemblée. Et j'avais effectivement eu à l'époque le concours de Bruno Barrio. Il n'y a donc aucun élément de nature confidentielle dans cette note. Et effectivement, l'ouvrage, nous sommes en février l'année dernière, avant la crise du Covid. L'ouvrage met effectivement, la note de 8 pages, met effectivement en exergue un cluster de concerts au Gambier. Mais tout le monde sait, dans cette assemblée, si vous lisez un petit peu, si vous vous informez un petit peu, tout le monde sait dans cette assemblée que le nuage radioactif a touché Rikitea dès le premier tir en 1966. John Doom nous a conté l'histoire de fond en comble, des choses qui ont été écrites et pas écrites, mais tout le monde sait que Aldebaran a dérapé en 1966, précipitant le départ des autorités nationales et des autorités locales qui étaient présentes à Mangareva, qui étaient présentes sur l'île de Mangareva, dont le général Biot, qui était ministre de l'Outre-mer, et un certain Gaston Floss. Et d'autres, et bien d'autres. Laissons, s'il faut continuer un peu l'histoire, laissons la population de Rikitea ce soir-là faire la fête, puisqu'il devait recevoir la délégation emmenée par le général de Gaulle sur l'île de Rikitea. Donc effectivement, ils étaient sans protection. Ce fait est d'ailleurs bien retracé dans le rapport de votre commission d'enquête. Je vous invite quand même à consulter un peu vos documents, les gars. Franchement,
Au lieu d'aller blablater, mais enfin, vous rendez complice de diffamation. Puisque vous blablatez, en fin de compte, pour vous faire plaisir. C'est dans notre rapport de la commission d'enquête. La présence de nombreux cancers au Gombier n'a pas été révélée par une note datée du mois de février 2020. C'était déjà connu. Vous avez tous vu les films qui ont été projetés là-dessus. Vous avez vu cette directrice, institutrice de Mangareva qui a témoigné. On a l'impression aujourd'hui qu'on vient de découvrir quelque chose. Un cluster au Mangareva. Ce n'est pas un cluster, c'est toute la communauté. Donc, elle était déjà connue. Et je vous affirme, je vous confirme ici, je n'ai rien caché. Le gouvernement n'a rien caché. Je l'ai dit publiquement dans cette enceinte, il y a eu un mensonge. Vous êtes tous marrés, vous avez tous souri, vous avez tous ri. Il y a eu un mensonge, une propagande, une dissimulation sur la réalité des conséquences des essais nucléaires. La confiance des Polynésiens a été flouée, la mienne aussi. Le poison de la défiance s'est installé dans les esprits. Ça fait rire certains, mais c'est ça. Seule la connaissance, aujourd'hui, peut être son antidote. Ce que je recherche, comme tous les Polynésiens, c'est la vérité. Je suis un enfant du nucléaire. Je suis né en 1952, j'étais à l'école des frères avec frère Maxime en 1966. Et nous étions sur la cour de récréation comme tous les enfants, tous les jours, 3 fois par jour. Ce que je recherche, c'est la vérité. Il est proprement insupportable que les données, je le dis, que les données sur les essais soient remises régulièrement en cause. Tous les 3 ans, nous avons droit à cela. Tantôt c'est un gynéco, tantôt c'est un pédiatre, tantôt c'est un scientifique, tantôt c'est un écrivain. Il faut arrêter. Que nous soyons tous d'accord sur les chiffres. Alors je l'ai dit également au président Hollande comme au président Macron. Je l'ai répété face au ministre de la Santé Olivier Véran. Lors de la commission consultative, ça n'a pas été rapporté, comme on vous a rapporté le problème de la note, mais j'étais le seul lors de la dernière commission à attirer l'attention du ministre Véran sur l'incertitude des chiffres que nous avons aujourd'hui et le fait que nous ayons, nous, beaucoup souffert de cette incertitude. Le 23 février dernier, je lui ai redit, le fait nucléaire reste le caillou dans la chaussure qui nous gêne à chaque fois que nous voulons faire un pas en avant. Aussi, dans le courrier que j'ai adressé la semaine dernière au président Macron, j'ai souhaité attirer son attention sur le désarroi profond que suscite la publication de ce livre et sur l'attente légitime qui en découle de voir enfin l'État apporter des clarifications sur cette situation. L'État a un devoir de vérité et de justice vis-à-vis des Polynésiens. C'est une question de dignité pour nous tous. Donc le moment est venu de tout mettre sur la table, et de lever les dernières zones d'ombre qui masquent encore la totale vérité sur les conséquences des essais nucléaires. Je ne cherche pas à remuer le passé. Je cherche par contre à éclaircir l'histoire de mon pays, blessé par ces essais. Ceci pour mieux rebondir et obtenir enfin la vérité tant attendue. Cette recherche de vérité et de transparence, c'est ce qui me guide et qui guide notre majorité depuis que j'ai accédé à la présidence du pays en septembre 2014. C'est dans cet esprit, je vous le rappelle, que j'ai réactivé la délégation au suivi des conséquences des essais nucléaires et j'ai personnellement demandé à Bruno Barillot d'en assumer à nouveau la responsabilité. Il a œuvré pour notre cause, Bruno, la cause des Polynésiens,
jusqu'à son dernier souffle le 25 mars 2017. Avec son appui, l'appui de Bruno, son travail acharné et ses conseils avisés, nous avons pu signer le 17 mars 2017 à Paris, avec le président Hollande, l'accord de l'Élysée, dont la pierre angulaire est la reconnaissance du fait nucléaire et de ses conséquences par l'État. Je vous rappelle que Bruno est décédé une semaine après. Une semaine après. Mais déjà, lors de sa visite en Polynésie le 22 février 2016, François Hollande avait reconnu, il a reconnu à ma demande, que les essais nucléaires menés entre 1966 et 1996 en Polynésie ont eu un impact environnemental et provoqué des conséquences sanitaires. L'État l'a reconnu. Et c'est dans ce cadre que nous avons obtenu de l'État qu'il finance notamment les équipements en oncologie, traitement du cancer, du CHPF, pour 700 millions de francs pacifiques. Et c'est sur ma sollicitation, Bruno Barillot a également aidé les partenaires du Tapura, les parlementaires du Tapura, à préparer leurs arguments pour arracher la suppression de la notion de risque négligeable de la loi Morin par un article voté dans la loi EROM, voté le 28 février 2017. Après quelques nouvelles péripéties, et notamment grâce au renversement de la preuve mis à la charge des autorités, le CIVEN a pu toutefois accélérer le nombre d'indemnisations. C'est une réalité. Je pense qu'on ne le dit pas, mais je vous le rappelle. J'avais également confirmé auprès de Bruno Barillot que soient diligentées des études indépendantes sur d'éventuelles conséquences transgénérationnelles. J'ai demandé à Bruno Barillot, parce que je connaissais ces relations. Des crédits ont même été votés dans le budget de 2017, ici, par votre Assemblée. Le docteur Katsumi Furitsu, japonaise généticienne et spécialiste reconnue, était donc disposée à cette époque-là, compte tenu des relations effectivement qu'elle avait avec certaines de nos personnes ici en Polynésie, elle a été d'accord et disposée à mener cette enquête. Mais, rappelez-vous, la polémique ouverte ensuite par le rapport du docteur Sueur a créé un tel débat passionnel que la chercheuse a estimé que les conditions d'une étude sereine n'étaient plus réunies. Donc elle a décliné notre offre. Lors de la révision statutaire de juillet 2019, nous avons pu faire inscrire la reconnaissance de la nation de la mise à contribution de la Polynésie pour la capacité de dissuasion nucléaire de la France. Nous l'avons fait, ce que d'autres n'ont pas fait avant, malgré des modifications statutaires qui ont été adoptées. C'est toujours dans un souci de vérité et de transparence que nous avons lancé le projet de centre de mémoire, voulu par, effectivement, deux personnes qui ne sont plus parmi nous, président de Murua et Tato et notre papi à tous, John Doom. Mais c'est sous leur pression que nous avons aussi décidé de créer ce centre de mémoire et commandé en 2018 auprès de la Maison des sciences de l'homme du Pacifique un programme de recherche pour contribuer à la nécessaire mise en lumière des faits historiques et à la sauvegarde de la mémoire des essais nucléaires en Polynésie française. Le manuscrit Histoire est attendu pour la fin du mois de mai et le manuscrit Mémoire, il y a l'histoire et mémoire, pour septembre. Un colloque sera organisé à l'université en octobre prochain. Je sais que certains ont des a priori sur ce travail de recherche, bien sûr, estimant qu'il est biaisé parce qu'il est réalisé par des chercheurs français. Je leur dis d'attendre. Attendons le résultat de ce travail avant que nous nous prononcions. J'ai souhaité par ailleurs, je suis étonné que ça ne sache pas aussi,
J'ai souhaité par ailleurs que le fait nucléaire soit enseigné dans les écoles dès le CM1 et jusqu'en terminale. Ce projet a été porté par le ministère avec la DG2E et le vice-rectorat. Il s'agit pour les élèves de se saisir progressivement de toutes les dimensions du fait nucléaire au travers de leur parcours scolaire et de différentes disciplines qui sont autant d'entrées qui permettent d'enrichir la connaissance et la compréhension surtout, non pas dans une logique partisane, mais dans l'esprit du développement citoyen et du libre arbitre. Je voudrais aussi rappeler que nous nous sommes préoccupés de la reconversion des sites de défense ici en Polynésie. En tant que vice-président de notre président Gaston Tong-Song à l'époque, j'ai mené les travaux qui ont abouti à la signature du contrat de redynamisation des sites, le CRSD. Ça n'a pas été facile, mais Fa'a en a profité, Papete en a profité, Aroué, Pida, Mahina, même travaux. Alors, qu'on ne vienne pas me dire que je veux cacher des choses ou occulter des vérités. Je peux vous affirmer que les gouvernements que j'ai présidés depuis 2014 ont fait ce qui est nécessaire pour la reconnaissance par l'État du fait nucléaire et de ses conséquences pendant que d'autres gesticulaient dans le vide, que certains voulaient se faire une publicité à bon compte sur le dos des victimes des essais nucléaires. Il est certain que nous ne sommes pas arrivés au bout de ce travail. Je le redis, l'État a un devoir de vérité et de justice vis-à-vis des Polynésiens. Je crois que ça n'a jamais été autant affirmé dans cette enceinte. L'État a un devoir de vérité et de justice. Votre gouvernement et sa majorité ne sont pas dans l'incantation permanente. Le blabla, on aime bien, mais on ne fait pas que ça. Ce qui nous porte dans cette recherche de vérité, ce sont des actes concrets pour qu'enfin ce débat sur le nucléaire soit apaisé. C'est aussi le message que je retiens de ce qui s'est dit hier soir. Je le dis parce que Eliane est avec nous. C'est la démarche entreprise par nos sénateurs qui ont saisi le Premier ministre ou par la demande de notre député Maïna Sage de la création d'une commission d'enquête parlementaire. À mon avis, c'est dans cet état d'esprit, et c'est dans cet état d'esprit seul que j'ai sollicité du président de la République, dans un courrier que je l'ai adressé fin de semaine dernière, que je ne publierai pas, naturellement, non, j'ai sollicité du président de la République pour que nous puissions tous, vous, eux et nous, se mettre autour d'une table, en présence de toutes les parties concernées, pour définitivement et sincèrement mettre tout à plat, s'agissant donc des conséquences sanitaires, mais aussi des conséquences sociales. On en a un petit peu parlé hier soir, des conséquences environnementales, des conséquences économiques des essais nucléaires. Pas avec des conseillers techniques, mais je souhaite un tour de table type Grenelle des nucléaires. Grenelle du nucléaire. C'est-à-dire que le gouvernement, effectivement, s'implique avec, à l'issue de ce tour de table, un plan de travail que nous adopterons tous ensemble. Et nous pouvons le faire, et nous saurons le faire. C'est cet état d'esprit que j'ai développé auprès du président de la République. Mais cet état d'esprit nécessite de notre part, je pense, une union sacrée. J'ai entendu votre député. Comme l'a dit, je vais citer quelqu'un d'autre, ce n'est pas une habitude ici, comme l'a dit Marguerite Lai. Aujourd'hui, c'est fait. Il faut réparer. Nous devons travailler ensemble pour le réparer. C'est logique. C'est dans notre nature. Mais voilà. Il nous faut cette union sacrée. Voilà. Mes chers amis, la publication de cette enquête et du livre toxique, je l'espère,
auront le mérite de rappeler à l'État toute sa responsabilité et le devoir de transparence qu'il doit à tous les Polynésiens, et en particulier à ceux qui ont souffert dans leur chair, qui souffrent encore, et ceux-là veulent connaître la vérité. C'est ce qui doit être notre ambition commune, en dehors de vaines polémiques. J'ai envie de vous dire, je ne perds pas espoir. Au contraire, ce livre me rend plus optimiste. Et j'ai envie de vous dire, soyons toujours plus forts que notre passé. Le passé, c'est le passé. Mais soyons toujours plus forts que notre passé. Peut-être alors que le futur nous accordera une chance. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous de m'avoir entendu.